Alors, une nouvelle théorie, le grand psychologue Kurt Lewin disait il n'y a rien de plus pratique qu'une bonne théorie. Une bonne théorie, pourquoi? Parce qu'effectivement, ça nous permet de comprendre le réel. Et même, selon Einstein, c'est seulement la théorie qui décide de ce que nous sommes en mesure d'observer. Si vous êtes marxiste, vous voyez le monde en termes de rapport de classe, vous voyez des classes qui sont en lutte. C'est exactement ça que vous voyez quand vous regardez la réalité sociale. Quand vous êtes bourdieusien ou bourdivin, un adjectif un peu particulier, vous voyez surtout des rapports de dominant et de dominé. Et lorsque vous êtes libéral, vous voyez surtout des individus qui sont motivés par leur intérêt, par leur satisfaction et qui raisonnent en termes de calcul coût-bénéfice, calcul de plaisir et de peine. Et ça, c'est spécifiquement l'hypothèse de l'homo economicus, qui a été mise d'ailleurs dans le titre donc, de ma présentation, et contre laquelle, évidemment, je m'insurge et contre laquelle j'essaye de lutter. Et donc, je m'érige à travers ce travail donc, de l'homo emoticus, qui, vous voyez, fait référence à la fois à l'economicus, mais fait référence, évidemment, aux émoticônes, ces fameux petits symboles que l'on distille maintenant dans à peu près tous les messages, et qui font référence, qui essayent de donner, finalement, la couleur émotionnelle de notre message. Donc, vous connaissez très bien tous ces petits smileys. Et la théorie est aussi importante pour changer sa vision du monde et donc changer son comportement. Léon Tolstoï disait que pour que les hommes changent leur manière de vivre et de sentir, il faut avant tout qu'ils changent leur manière de penser. Et pour qu'un tel changement se produise, il faut que les hommes deviennent plus attentifs à ce qu'ils doivent comprendre. Et une théorie vise à cela, elle vise à nous aider à être plus attentifs à ce que l'on doit comprendre, à ce que l'on doit observer et ce que l'on doit prendre en compte dans nos décisions et dans nos comportements. Avec évidemment le problème étant qu'une théorie est toujours une simplification du réel, donc elle va occulter une partie du réel et elle va mettre en relief une autre partie. Donc évidemment, elle ne peut pas embrasser toute la complexité du réel, mais elle est censée, je dirais, contenir les éléments essentiels pour comprendre cette réalité. Mais bien sûr, une théorie doit être mise à l'épreuve, et c'est la meilleure preuve de la validité d'une théorie, c'est son application, comme le disait le philosophe Lichtenberg. Et là, évidemment, votre avis me sera précieux pour voir si vous pensez que ce que je vais vous présenter a une application dans notamment le domaine du coaching. Alors, le programme de l'après-midi, 2 sessions. Une première session, donc, ce sera spécifiquement l'anthropologie, donc le comportement humain générique, et puis après appliqué au travail et à la vie de l'entreprise. Et alors, un peu le plan de travail, on va regarder 5 choses. Les fondements émotionnels du comportement humain, les fondements émotionnels des stratégies comportementales, les fondements émotionnels du bien-être, les fondements émotionnels du comportement au travail et les fondements émotionnels du pouvoir et de l'autorité. Donc la première session, on verra les 3 premières parties, et dans la deuxième, on verra plus spécifiquement le comportement au travail et les émotions dans les rapports de pouvoir ou d'autorité. Alors, pour commencer, j'aimerais d'abord vous raconter un... Ah pardon, j'ai cru que vous leviez la main. Donc je voudrais commencer par un apologue. Donc un apologue, c'est un court récit imaginaire qui contient, ou est censé contenir, une vérité morale que j'ai conçue pour essayer d'illustrer ma théorie. Je marchais et je vis au loin un animal. Je m'approchais et je vis que c'était un étranger. Je m'approchais et je vis que c'était un homme. Je m'approchais et je vis que c'était mon frère. Puis je poursuivis mon chemin et je vis au loin 4 tailleurs de pierre. Je m'approchais, je demandais au premier « Que fais-tu » Il me dit « J'obéis à mon maître ». Je demandais au deuxième « Que fais-tu » Il me dit « Je gagne ma vie ». Je demandais au troisième « Que fais-tu » Il me dit « Je réalise une sculpture ». Je demandais au quatrième « Que fais-tu » Il me dit « Je construis une cathédrale ». Puis je repris mon chemin et je vis une auberge au loin. Je m'approchais, j'entrais, à l'intérieur se trouvaient 2 tables. La table des maîtres et la table des serviteurs. Je m'assis à la table des serviteurs. Il y avait à chaque table 4 hommes.
à la table des serviteurs, je demande au premier, pour toi, ton maître, qui est-il? Il me dit, pour moi, mon maître, c'est mon protecteur. Je demandais au deuxième, pour toi, ton maître, qui est-il? Il me dit, pour moi, mon maître, c'est mon magicien. Je demandais au troisième, pour toi, ton maître, qui est-il? Il me dit, pour moi, mon maître, c'est mon maître. Et je demandais au quatrième, pour toi, ton maître, qui est-il? Et il me dit, pour moi, mon maître, c'est mon père. Puis je m'assieds à la table des maîtres, et je demandais au premier, pour toi, ton serviteur, qui est-il? Il me dit, pour moi, mon serviteur, c'est mon esclave. Je demandais au deuxième, pour toi, ton serviteur, qui est-il? Il me dit, pour moi, mon serviteur, c'est ma marionnette. Je demandais au troisième, pour toi, ton serviteur, qui est-il? Il me dit, pour moi, mon serviteur, c'est mon disciple. Et je demandais au quatrième, pour toi, ton serviteur, qui est-il? Il me dit, pour moi, mon serviteur, c'est mon enfant. À travers cet apologue, j'ai essayé de résumer les trois rapports principaux que nous avons avec le monde et avec la vie. La première rencontre, c'est le rapport à l'autre. La deuxième rencontre, c'est le rapport au travail. Et la troisième rencontre, c'est le rapport à la hiérarchie. Et dans cette première partie, je vais essentiellement illustrer ou expliciter, développer la première rencontre. Et vous montrer que, à travers cette histoire, ce que l'on voit, c'est le ressenti de chacune des personnes. Alors je reprends. Je marchais et je vis au loin un animal. Je m'approchais et je vis que c'était un étranger. Je m'approchais et je vis que c'était un homme. Je m'approchais et je vis que c'était mon frère. Nous avons là figuré les 4 types de rencontres avec autrui ou les 4 stades de la rencontre avec autrui. L'animal, c'est le danger. C'est le stade de la peur. Et la peur a effectivement cet effet d'animaliser ou de déshumaniser la personne qui nous fait peur. Et l'animal est une des peurs primaires des enfants. Les travaux de Bowlby, notamment, ont bien montré que nous devons à un moment donné surmonter notre peur de l'animal, la peur des animaux, quels qu'ils soient. Des plus inoffensifs aux plus dangereux. L'étranger figure, dans mon apologue, l'obstacle, c'est-à-dire le stade de l'envie. Celui qui me prive de quelque chose. Et donc, ce ressenti-là ne l'animalise pas, mais l'ennemise. Excusez-moi d'inventer ce verbe, en fait un ennemi, puisqu'il me prive de quelque chose. Je le rencontre sur ma route, il occupe un espace, il possède des choses, il laisse quelque chose que je n'ai pas, que je ne suis pas. Et en cela, je ressens une sorte de privation et je ressens un obstacle. Et cela active l'émotion de l'envie. L'homme, c'est la perfection, le stade de l'admiration, où là je reconnais finalement ses qualités humaines et je suis dans l'admiration. Et enfin le frère, c'est le stade du don, c'est le stade de la gratitude, ce n'est plus seulement un homme, mais c'est un homme qui me fait du bien et qui m'est cher. C'est le stade... Donc là, l'admiration humanise le regard, la gratitude fraternise le regard, l'obstacle l'énemise et la peur l'animalise, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a, dans mon modèle, 4 phénomènes. J'ai une approche phénoménologique, c'est-à-dire que je pars des phénomènes. Et il y a 4 phénomènes, selon moi, extraordinaires, c'est-à-dire des phénomènes qui nous sortent de l'ordinaire, des phénomènes auxquels nous devons donner une réponse nécessairement quand ils apparaissent. Il y a le danger, qui active la peur. Il y a l'obstacle, qui active l'envie. Il y a la perfection, qui active l'admiration. Et il y a le don, qui active la gratitude. Et ces émotions nous révèlent l'existence de ces phénomènes. C'est quand j'ai peur que je prends conscience qu'il existe un danger. C'est quand je suis dans l'envie que je prends conscience qu'il y a un obstacle. C'est quand je suis dans l'admiration qui me révèle l'existence de la perfection. Et c'est quand je suis dans la gratitude que j'ai une révélation que le don existe. Donc c'est les émotions aussi activent cette prise de conscience, parce que nous sommes des êtres de raison, cette prise de conscience de l'existence de ces phénomènes. La peur révèle l'existence du danger, l'envie révèle l'existence de l'obstacle, l'admiration révèle l'existence de la perfection, et la gratitude révèle l'existence du don. Alors, pour bien fixer les choses, qu'est-ce qu'un phénomène? Le phénomène, c'est ce qui apparaît, c'est ce qui se montre à quelqu'un.
C'est cela un phénomène. Donc, et un phénomène, et ça c'est important pour mon approche, tout phénomène a une structure ternaire dans l'intelligence humaine. C'est-à-dire qu'il y a l'émetteur, le message et le récepteur. Donc on voit le message, je suis le récepteur, donc le phénomène, et on imagine toujours qu'il y a potentiellement un émetteur de ce phénomène. Les deux peuvent être, ne faire qu'une seule et même chose, ou ce phénomène peut être le produit d'une puissance agissante, qui est visible ou invisible. Donc il y a là, vous voyez, trois éléments dans un phénomène. Il y a une puissance agissante, donc je vois qui émet le phénomène, ou je ne le vois pas. Il y a une manifestation de cette puissance, qui est le signal en lui-même, le message, et il y a un témoin de cette manifestation, celui qui reçoit, qui est témoin de ce phénomène. Alors là, c'est la partie la plus délicate ou la plus complexe de ma présentation. Après, je vous promets, ça sera beaucoup plus simple. Mais je voulais juste essayer de vous faire prendre conscience de la manière dont ces phénomènes agissent intérieurement à trois niveaux, au plan ontologique, au plan moral et au plan affectif, puisque ce sont trois dimensions essentielles de notre être au monde. Alors, comment nous prenons conscience, qu'est-ce que le danger pour nous au plan ontologique? C'est ce que j'appelle la chose destructrice. C'est une chose qui peut me faire du mal, qui peut m'endommager ou qui peut me tuer. Et donc, quand je prends conscience qu'il y a un danger, cela veut dire qu'il y a certainement un destructeur, visible ou invisible, qui est l'émetteur de cette chose destructrice. Et moi, en tant que récepteur, je suis une victime. L'obstacle, ce n'est pas une chose destructrice, mais c'est une chose privative. Ça me prive de quelque chose. Et donc, il y a évidemment un privateur, et moi, comme je suis privé, je suis impuissant devant cette chose privative. La perfection, c'est une chose parfaite, et il y a derrière un créateur, ou un artisan, ou un artiste. Et moi, mon ressenti, c'est je suis dans la contemplation, je suis le contemplatif. Et le don, c'est une chose génératrice, alors notamment le don de la vie, évidemment, ou nutritive. Et il y a évidemment un donateur et un donataire. Moi, je suis donataire. Sur le plan moral, comment je vais interpréter donc ces expériences ontologiques? Le danger, c'est une chose mauvaise. Et donc, ça veut dire que celui qui émet cette chose est malfaisant. Et que moi, je suis coupable. Pourquoi je suis coupable? Parce que si quelque chose me veut du mal, c'est que je lui ai fait quelque chose. Si quelqu'un vous agresse dans la rue, la première question que vous allez vous poser, c'est « mais qu'est-ce que je lui ai fait ?» C'est-à-dire que le sentiment de culpabilité naît de ce que, quand un mal s'approche vers nous, la première question que nous nous posons, c'est « qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai dû faire quelque chose de mal ?» J'ai dû faire quelque chose de mal, donc il y a un sentiment de culpabilité qui peut naître. L'obstacle, c'est l'inverse. C'est une chose injuste. Et donc celui qui émet cette chose injuste, c'est un malveillant et je me sens lésé. La perfection, c'est la chose belle, et celui qui réalise cette chose belle, c'est un bienfaisant qui fait des choses belles, et moi qui suis en phase uniquement d'observation, je suis bénéficiaire, je suis spectateur, je suis bénéficiaire de ce spectacle, le spectacle de cette perfection. Le don, c'est la chose bonne, et donc celui qui fait cette chose bonne, c'est un bienfaiteur, et donc si je suis celui qui reçoit ce don, je suis le privilégié. Voyez-vous. Et sur le plan affectif, donc évidemment le danger, ça va être la chose méchante. Et l'émetteur va être l'ennemi. Et moi je me sens non aimé, ou même détesté, ou haï. L'obstacle, c'est la chose cruelle. L'émetteur, c'est l'adversaire, et moi je me sens mal aimé. La perfection, c'est la chose enthousiasmante au niveau affectif, et celui qui l'émet est un ami virtuel pour moi, en quelque sorte. Et je suis enthousiasmé. Dans le don, la chose, au niveau affectif, c'est une chose aimante. Et donc celui qui émet ce don, c'est un ami réel, et je me sens bien aimé. Bon, je vais un peu vite, je sais qu'il y a beaucoup d'informations là, mais c'est pour vous montrer la logique. On part toujours du ressenti par rapport à un phénomène, et on regarde à niveau des différents plans, quelle va être notre perception des choses. Et en fait, maintenant ça va être plus simple. Si vous voulez, il y a quatre manières d'être en contact avec le monde. Par la destruction d'un bien ou d'un être, par la privation d'un bien ou d'un être, par la contemplation d'un bien ou d'un être,
ou par l'acquisition d'un bien ou d'un être. Il y a donc 4 manières de ressentir le monde. Le monde nous détruit, nous fait du mal, nous endommage. Le monde nous prive, nous fait obstacle. Le monde se donne à voir et le monde se donne à accueillir. Et donc, évidemment, cela induit 4 types de soucis de soi. La peur provoque le souci de la conservation de soi. L'envie provoque le souci de l'estime de soi. Et vous voyez que ces 2 soucis de soi sont défensifs. C'est par rapport à un subi, enfin je subis un danger, je subis un obstacle, et donc je réalise, ah, ma conservation est en cause, mon estime est en cause. Et il y a 2 autres niveaux. L'admiration provoque le souci de l'idéal de soi, de ce que j'ai envie de devenir, où j'ai envie comment j'ai envie de m'accomplir et où je veux m'accomplir. Et la gratitude provoque le souci du don de soi. Je reçois un don, j'ai aussi envie d'y répondre positivement et de me donner. Donc ce sont 4 soucis de soi qui sont évidemment inséparables, enfin qui constituent notre réalité existentielle, notre condition humaine. Moi, je ne comprends pas l'envie provoque le souci d'estime de soi. Parce que je me sens impuissant. Si vous avez une qualité que je n'ai pas, si vous êtes meilleur que moi, si vous possédez quelque chose que je n'ai pas, subitement je me dis mais qu'est-ce que je vaux finalement? Vous réussissez mieux, vous avez plus, vous êtes plus. Et donc, je commence à me sentir diminué. Je commence à me sentir impuissant par rapport à votre réussite ou à votre talent, votre qualité. Voilà, donc il y a un lien entre l'envie et la valeur. Oui, absolument. C'est-à-dire que je me pose la question de qu'est-ce que je vaux quand je réalise que quelqu'un semble valoir plus. C'est-à-dire qu'après, vous voyez, il y a justement 4 sentiments primaires d'infériorité. Il y a la peur qui suscite un sentiment de vulnérabilité ou d'insécurité, et là c'est lié essentiellement à notre nature physique et corporelle. Si nous étions invulnérables, nous n'aurions pas peur. Je n'aurais pas peur du serpent, je n'aurais pas peur des balles si j'étais invulnérable. Malheureusement, je suis vulnérable. L'envie qui suscite un sentiment de diminution ou d'impuissance. Quand quelqu'un est meilleur que moi, est plus fort, plus beau, plus intelligent, ou possède plus que moi, je me sens diminué. Et tout à l'heure, on en discutait, je citais Iago dans Othello, qui dit à propos d'Horatio, « La beauté d'Horatio me rend laid ». Quand vous êtes à côté de quelqu'un de beau, vous vous sentez laid, à côté de quelqu'un d'intelligent, vous vous sentez bête, à côté de quelqu'un de grand, vous vous sentez petit. C'est purement psychologique, parce que vous n'êtes pas diminué. Votre intelligence, votre beauté, votre taille n'est pas en cause. C'est vous qui la ressentez comme ça. Vous avez un sentiment de diminution. L'admiration suscite le sentiment, au contraire, d'agrandissement et de perfectibilité. Le monde paraît subitement plus grand. Il y a plus de choses à faire. Il y a un univers de possibles qui s'offre à vous grâce à l'admiration d'une personne ou d'une chose. Et la gratitude qui suscite un sentiment d'adoption ou d'appartenance, puisque vous recevez des dons, vous êtes comme adopté par la personne qui vous fait ce don, puisque visiblement vous... Alors, tous ces slides sont dans votre fiche, hein, dans votre chemise. Ils sont tous là. Donc vous n'avez pas besoin de prendre des notes, vous avez tout ce que je vais dire à peu près dans votre dossier. Et alors, en fait, mon travail s'inscrit dans la matrice psychologique adlérienne, d'Alfred Adler. Alfred Adler, qui était un collaborateur de Freud, puis après ils ont divergé, il a développé sa propre psychologie, la psychologie individuelle comparée, et lui définissait, par son expérience de psychiatre, donc par une observation clinique des gens qu'il devait soigner, a défini, et pour moi c'est la meilleure définition psychologique de la condition humaine, être homme, c'est se sentir inférieur. Et pour l'illustrer, je citerai un passage de Gombrowicz, où je crois qu'il décrit très très bien ce que nous vivons au quotidien. Ainsi, j'étais sage pour les uns, sot pour les uns important, pour les autres presque insignifiant, ordinaire pour les uns, aristocratique pour les autres, écartelé entre le supérieur et l'inférieur, familier avec ceci et avec cela, respecté et dédaigné, glorieux et méprisé, capable et incapable selon les circonstances. C'est notre expérience du quotidien. Chaque jour, il y a des gens qui ont un rapport privilégié avec nous, et puis il y a beaucoup de gens qui nous snobent, pour lesquels nous n'avons aucun attrait, qui pratiquent l'indifférence. Avec certains, nous avons l'impression d'avoir beaucoup d'humour, avec d'autres, nous n'en avons pas. Avec d'autres, nous semblons intelligents, avec d'autres, nous semblons idiots. Au quotidien, nous sommes confrontés finalement à des positions d'infériorité et de supériorité
en essayant évidemment de trouver un équilibre dans tout ça, c'est pour conserver justement l'estime de soi. Mais je trouve ce passage intéressant parce qu'effectivement, au quotidien, nous vivons des moments de supériorité ou de moments de gloire, et puis des moments d'infériorité et des moments presque d'humiliation. Quelqu'un qui refuse de vous dire bonjour, ah voilà, apparemment je n'existe pas pour lui. Et ça c'est difficile, il y a des gens pour lesquels on existe, il y a des gens pour lesquels on n'existe pas. Et c'est difficile à accepter, que les gens ne nous regardent pas ou ne veulent pas finalement entretenir avec nous des relations. Par contre, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Être homme, c'est se sentir inférieur. Ah ben alors, justement, c'est que la condition humaine repose sur le sentiment d'infériorité. C'est-à-dire que dans la psychologie d'Adler, toute notre vie, nous devons lutter contre un sentiment d'infériorité, nous devons surmonter ce sentiment d'infériorité. Alors, la logique adlérienne est évidemment fondée sur des cas pathologiques. Donc pour lui, il y a la nécessité d'une compensation psychique. À chaque fois que je subis un sentiment d'infériorité, dans la logique adlérienne, et c'est donc Adler est l'inventeur du complexe d'infériorité, donc notion dont vous avez tous entendu parler, et le complexe d'infériorité crée un complexe de supériorité, c'est-à-dire que nous essayons, quand nous nous sentons inférieurs, de retrouver une position de supériorité pour sauver justement l'estime de nous-mêmes, pour retrouver une estime de nous-mêmes. Donc, mais nous sommes toujours dans cette situation à devoir chaque jour surmonter toutes les épreuves du réel où nous nous retrouvons en infériorité. Et alors là, justement, mon travail, c'est d'avoir montré qu'il y a en fait 4 types d'infériorité différentes: sentiment d'insécurité, sentiment de diminution d'impuissance, sentiment d'agrandissement ou de perfectibilité, et sentiment d'adoption ou d'appartenance. Autrement dit, chez Adler, il n'y a que des sentiments d'infériorité qui sont maladifs, en fait, donc qui relèveraient du premier et du deuxième. Alors qu'en fait, donc là, la mécanique de compensation, c'est ce qu'a vu Adler. Moi, ce que j'ai ajouté, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a aussi des positions d'infériorité, mais qui ne relèvent pas d'un mécanisme de compensation, mais d'un mécanisme de perfectionnement. Donc d'une logique tout à fait saine et pas maladive. J'ai pas besoin, quand je me sens inférieur, de retrouver forcément une position de supériorité, quand je suis dans l'admiration notamment. Et je n'ai pas besoin de retrouver une position de puissance quand je me sens diminué ou impuissant. Évidemment, ça, évidemment, chacun de nous n'échappe à aucun de ces 4, mais les maladifs sont plus dans cela. Mais il y a ces deux-là qui sont aussi des dynamiques saines. Donc, en fait, parce que l'homme poursuit 4 idéaux, il poursuit un idéal de sécurité, il poursuit un idéal de supériorité, il poursuit un idéal de perfection ou d'excellence, et il poursuit un idéal de communion. Et c'est les 4 que nous avons. Et c'est les 4 qu'il faut prendre en compte pour appréhender, je crois, le comportement humain et notamment les relations interpersonnelles. Alors, là, parce que je suis universitaire, donc je veux quand même vous donner fixer bien les émotions, donc donner une définition de chacune. Qu'est-ce que la peur? Alors, on revient à Aristote. La peur, c'est une peine ou un trouble consécutif à l'imagination d'un mal à venir pouvant causer destruction ou peine. Car on ne craint pas tous les maux, mais seulement ceux qui peuvent amener ou peine grave ou destruction. Encore faut-il que ces mots apparaissent non pas éloignés, mais proches et imminents. Donc là, on a vraiment une définition assez précise. C'est l'approche imminente d'un mal que l'on perçoit comme évidemment éminemment dangereux, puisqu'il va nous détruire ou nous endommager. Donc, d'ailleurs, dans le mot peur, vient du latin pavere, qui signifie être frappé, battu. Donc il y a bien cette idée c'est un affect qui est lié à l'éventualité d'une attaque corporelle externe. Et alors, j'aime bien aussi cette citation d'Herbert, parce qu'elle montre bien que l'effet psychologique de la peur, c'est de tuer l'esprit, c'est un anéantissement intérieur. La peur est la petite mort qui conduit à l'oblitération totale. Et Stefan Zweig dit que la peur est pire que la punition. Car cette dernière est précise, importante ou minime. Elle est toujours préférable à la tension horrible et diffuse de l'incertitude. Et d'ailleurs, dans la peur, dans cette nouvelle, pour ceux qui l'ont lu, c'est une femme qui a de plus en plus peur et qui en vient à vouloir se suicider. La vie devient tellement insupportable, la peur, c'est l'enfer. À un niveau d'intensité très élevé, la peur, c'est l'enfer. Et quelle différence fais-tu entre la peur et l'angoisse? Alors, l'angoisse, c'est un état, je dirais, intransitif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'objet. Il n'y a pas un objet qui peut être lié à un traumatisme de peur, qui peut donc un traumatisme de la peur, justement, l'angoisse, mais l'angoisse, justement, elle est indéterminée. C'est un état diffus qui perdure, à mon avis, après une expérience de peur.
Mais moi, effectivement, je travaille sur des objets, c'est-à-dire, effectivement, des objets qui sont... la peur, il faut qu'il y ait un objet. Qu'est-ce que l'envie? Alors, l'envie, c'est vraiment une morsure de l'âme, hein, c'est vraiment quelque chose qui nous ronge. L'envie nous dévore à la vue des personnes qui ont ce que nous voudrions avoir. Elle est la haine du bonheur d'autrui. L'envieux se désole du bien d'autrui parce qu'il y voit un obstacle à son propre bien. Et on retrouve bien la notion d'obstacle, c'est que votre réussite, c'est mon échec. Votre gain, c'est ma perte. Vous m'annoncez une promotion, j'ai l'impression d'avoir perdu. C'est purement psychologique et apparemment irrationnel et mystérieux, mais c'est ainsi que malheureusement, on ressent avec tristesse les bonnes nouvelles que l'on peut nous annoncer qui ne nous touchent pas, personnellement. Et alors, Balzac, il y a aussi une belle expression, cet horrible trésor de nos espérances trompées, de nos talents avortés, de nos succès manqués, de nos prétentions blessées. C'est comme si on ne pouvait avoir envie que parce que quelqu'un d'autre l'avait. Moi, ça me paraît un peu... Oui, l'envie, c'est toujours comparatif. C'est pas le désir. C'est l'envie invidia. Hein. Donc là, on est vraiment sur la passion. Invidere, c'est la définition d'Aristote, tristesse du bien d'autrui. C'est être envieux, c'est pas avoir envie. C'est pas avoir envie, c'est pas j'ai envie d'une pomme. C'est l'envie, c'est le sens originel en fait. Hein. C'est invidere, c'est voir dans, vouloir posséder, vouloir... Et d'ailleurs, je vais vous montrer, voyez, ça, c'est la monomane de l'envie de Géricault. Alors, en général, l'envie, excusez-moi mesdames, est toujours représentée sous la forme d'une femme, en général vieille et laide. Mais dans l'iconographie, l'envie est souvent, c'est peut-être un effet du patriarcat, mais est souvent associé à la femme. Et là, ce qui est très intéressant dans ce tableau, c'est évidemment le regard. Car on voit ce regard qui regarde de manière trop insistante le bonheur d'autrui, le regard qui est oblique et qui est perçant. On sent là une haine rentrée, une sauvagerie contenue. On sent qu'elle aimerait c'est une façon de voir la femme. Ça c'est l'envie par Géricault. Comment? Moi je vois pas ça, mais c'est une façon de voir. Oui, c'est ma façon de l'interpréter. Elle fait penser à ma grand-mère, j'adorais infiniment et je la trouve plutôt touchante cette femme. D'accord. Alors, moi je trouve qu'elle ressemble à la cousine Bette pour ceux qui ont lu dans la Comédie humaine. Mais d'ailleurs, il y a des nouvelles éditions qui sont sorties de la cousine Bette. Ils ont mis ce tableau de Géricault. Donc, et lui, il l'a appelé la monomane de l'envie. Donc c'est ça qu'il a voulu. Bon, vous n'êtes pas convaincu, bien. Qu'est-ce que l'admiration? C'était pour te taquiner. Non, mais d'accord. Alors, le sentiment qu'excite en nous la présence d'un objet, quel qu'il soit, intellectuel ou physique, auquel nous attachons quelque perfection. Vous voyez, là, l'encyclopédie, donc Diderot d'Alembert, attache vraiment la perfection à l'admiration. J'aime bien cette définition, une reconnaissance heureuse d'altérité supérieure. Donc là, je m'abandonne, quelqu'un m'est supérieur et je l'accepte, je m'abandonne. D'ailleurs, chez Kierkegaard, il y a cette définition de l'admiration comme un abandon, effectivement, un abandon à la supériorité de l'autre. Et Yankelevitch a aussi essayé de la définir, la mobilité élémentaire d'un cœur qui va à l'autre, la première motion centrifuge, le premier oubli de soi, la première innocence. À l'admiration est toujours attachée l'innocence. Et d'ailleurs, la figure qui incarne le mieux l'admiration, c'est évidemment l'enfant qui s'émerveille de tout, parce que tout est un commencement et tout est nouveau. Et donc, évidemment, plus on est innocent et plus on s'émerveille, on s'étonne, on est dans l'admiration. Et il y a, c'est intéressant, cette notion d'oubli de soi, c'est qu'effectivement, dans l'admiration, on n'est plus à soi-même en train de se dire « mais moi, et moi, et moi, et moi », je suis totalement dans la contemplation d'une perfection ou d'une beauté. Qu'est-ce que c'est intéressant, juste admiration, c'est pas fascination. La fascination rend passif, alors que la fascination, exactement. L'admiration rend mobile. Enfin, exactement. Et alors en plus, effectivement, la fascination est pour moi tout à fait différente. Et là, on n'est pas dans un... justement, on en parlera après, parce que justement, c'est plus un rapport magique. On n'est pas dans, donc, on n'est plus dans un rapport libre. Quand je suis fasciné par quelqu'un, je perds ma liberté. Qu'est-ce que la gratitude? Alors, j'ai trouvé intéressant de vous donner la définition de Hans Selye, hein, donc celui qui a inventé le concept de stress, qui finit son ouvrage Le stress de la vie par justement tout un développement philosophique où il dit voilà, là je sors de la science, mais je vous donne mon avis sur qu'est-ce qui permet de lutter contre le stress, et c'est le sentiment de gratitude, justement. Et
il le définit, la gratitude et l'éveil chez autrui du désir qu'il me soit fait du bien en raison de ce que j'ai fait pour lui. Et alors, la gratitude, c'est quelque chose, c'est évidemment une recette pour être riche, puisque effectivement, il y a deux manières d'être riche, c'est d'être riche, bien sûr, mais c'est aussi d'être dans la gratitude, puisque c'est se sentir riche à défaut d'être riche, justement, puisque c'est se réjouir de tout. Et donc, évidemment, et peut-être que c'est la vraie manière d'être riche, c'est d'être justement dans la gratitude, dans la reconnaissance. Et alors, j'ai mis cette définition parce qu'elle rejoint celle de l'enfer, de la peur. C'est un soufi, un mystique soufi, Jalal al-Din Rumi, qui définit la gratitude, c'est le paradis lui-même. Que peut-être quand nous sommes dans un état de gratitude, nous touchons quelque chose d'un état paradisiaque, alors qu'effectivement, quand nous sommes dans la peur, nous touchons quelque chose d'un état infernal. Voilà, donc il y a peut-être une pointe là. Alors maintenant, regardons comment ces émotions s'inscrivent dans les stratégies comportementales. Les stratégies comportementales, d'abord de la peur. Alors en fait, il y en a essentiellement 4. Alors je parle de la fuite peureuse parce qu'il y a une autre fuite et c'est celle de l'envie. Mais il y a d'abord la stratégie de fuite. Donc quand on a peur, on fuit. L'agression, et que je définis comme défensive parce qu'il y aura une autre agression, celle de l'envie, qui elle n'est pas défensive. En fait là vous avez le modèle animal, le fight or flight. Bon, la fuite, l'agression. Et en général les animaux choisissent la fuite. Quand vous faites un safari, 90% ou 99% des animaux ont déjà disparu parce qu'ils ont fui au bruit du 4x4. Je parle d'expérience. Et donc, la première stratégie, c'est la fuite, parce que c'est celle qui a la plus grande efficacité en général. Et qu'on choisit davantage l'agression quand on n'a pas le choix. Donc là, ça c'est le modèle animal. Mais l'homme, c'est un peu différent parce que l'homme, il ne vit pas uniquement dans le présent, il a le passé et le futur. Et donc, il a la mémoire de ce qui leur est arrivé, et il a aussi l'anticipation de ce qui peut arriver. Et donc, il a l'envie de l'acquisition de puissance dissuasive ou menaçante pour prévoir d'autres menaces et d'autres dangers. Et enfin, et ça c'est le travail de Bowlby, de dire que la peur, la fuite, mène toujours à la recherche d'un protecteur. C'est-à-dire quand on fuit, on cherche un protecteur. Et d'ailleurs, on dit toujours au secours, à moi. Donc ça veut dire que même quand on fuit, on cherche un refuge, donc soit un lieu inaccessible, comme une forteresse, soit un lieu, une cachette, c'est-à-dire un lieu où on ne peut pas nous trouver, ou alors l'idéal, ce serait quand même de trouver quelqu'un qui pourrait vraiment dissiper le danger, qui pourrait soit le faire fuir, soit le détruire. C'est le phénomène de la fidélité là qu'on... Oui, exactement. C'est pour ça que j'ai trouvé très très bien ce que tu disais ce matin, parce que en fait, évidemment, quand on parlait de chaos, en fait, ce sont les situations de danger qui font émerger les premières figures. Face au danger, l'aristocratie, la hiérarchie se fait d'elle-même. Il y a ceux qui vont faire face au danger, il y a ceux qui vont vouloir fuir ou qui vont être paniqués. Donc, et là, évidemment, les leaders vont émerger. Parce que celui qui a l'impression qui garde son sang-froid et qui sait ce qu'il faut faire, et qui lui dit toi tu fais ça, en général, on ne décide pas, mais est-ce que toi, vraiment, tu as le droit de prendre une décision? Donc, le danger remet... et c'est pour ça que les premiers régimes étaient des aristocraties guerrières et que finalement, la hiérarchie se faisait sur le courage, sur la capacité à aller affronter l'ennemi. Ceux qui n'étaient pas prêts, eh bien, évidemment... oui, parce que, en fait, ce que tu présentais ce matin m'a fait penser évidemment à l'Iliade. Parce que l'Iliade, Homère a théorisé justement cette conception du rapport hiérarchique. Dans l'Iliade, à peu près tous les chants, Homère répète il montait au premier rang, et il montait au premier rang. Les héros, Achille, Ulysse, Ménélas, montent au premier rang et encouragent les autres. Donc la fonction du héros, la fonction du chef, c'est d'être au premier rang dans la bataille et d'encourager les autres. C'est ces deux fonctions. Et à un moment donné, il y a un chant où même il le théorise. Il y a un roi qui leur dit pourquoi nous avons le droit à tous ces privilèges en temps de paix. Les tribus, les femmes, les festins, etc. Et il dit parce que le peuple peut dire quand l'ennemi est là, nous sommes au premier rang et nous les menons dans la bataille. Autrement dit, les droits qu'ils obtiennent, les privilèges qu'ils obtiennent sont liés à des devoirs. C'est que le jour où il y a un danger, nous sommes au premier rang. Donc nous sommes les premiers à aller à la mort. Au moins jusqu'à Napoléon, les généraux étaient au premier rang. Ils n'étaient pas dans une caserne. Bref. Donc,
J'ai fait une petite digression parce qu'effectivement, ça rejoint effectivement que les premières formes de hiérarchie se sont faites évidemment face au danger, face à la peur. Et le roi aussi au premier rang. Comment? Jusqu'à Louis XV. Jusqu'à Louis XV, absolument. Et le roi On n'imagine pas aujourd'hui le chef de l'État au premier rang des guerres. Non. Et c'est d'autant plus intéressant qu'à partir du milieu du 19e siècle, quand on a eu les pistolets automatiques, on a commencé à avoir des pistolets automatiques, les chefs ne l'utilisaient pas pour partir en avant, mais l'utilisaient pour tirer sur ceux qui restaient et qui ne partaient pas. C'est ce qui s'est passé notamment à 14-18, qui est terrible pour ça. C'est-à-dire que le pistolet du sergent, du maréchal des logis, sert à faire avancer les gens, et non pas à aller devant. Aller devant, Et ça, le tournant, c'est 1860, 70. C'est vrai que le développement technique et des armes, la puissance des armes à feu, a fait que le canon tue, comme disait Pétain, effectivement, a fait que la fonction de l'officier qui doit être au premier rang, d'ailleurs on a vu, ça a été une vraie boucherie en 14-18, des générations entières de jeunes officiers sont morts sous les balles, et de toute façon, du coup, le courage n'est plus discriminant, n'est plus totalement discriminant, puisqu'il n'y a plus de contact physique, il faut réussir à ne pas être fauché par la mitrailleuse. Donc effectivement, ça a changé effectivement les légitimités du chef sur le champ de bataille. Donc voilà, ça ce sont les quatre grandes stratégies comportementales. Et donc ces stratégies procèdent toutes d'un même sentiment de vulnérabilité ou d'insécurité. Alors la fuite peureuse, il y a effectivement il y a trois types de fuite peureuse. Alors l'effondrement intérieur, c'est que la peur peut être tellement intense que vous êtes paralysé, que vous vous évanouissez, que vous mourrez même, ou que vous allez tomber dans la folie, ou que vous vous suicidez. Donc ça, c'est ce que j'appelle les stratégies d'effondrement intérieur, quand la peur devient telle que, Montaigne raconte ça dans ses essais, il y avait des soldats qui mouraient de peur. Donc la peur peut entraîner un collapsus, un vrai effondrement intérieur. Mais si vous avez un peu quand même de tonus, vous arrivez quand même à fuir et à chercher un refuge ou à chercher un protecteur. L'agression défensive. Alors, l'attitude menaçante d'abord, un peu comme l'animal qui commence à montrer les crocs. Vous essayez de dissuader, vous essayez d'être danger vous-même, montrer que je suis un danger plus fort. L'attaque en légitime défense, vous attaquez, vous vous sentez légitime à attaquer, et en se disant légitime défense, donc vous prenez les devants. L'attaque préventive, donc là, vous avez tellement peur que quelqu'un vienne vous tuer que vous allez le tuer. Et l'attaque disproportionnée. C'est qu'en général, sous le coup de la peur, on a tendance à attaquer préventivement et de manière disproportionnée, à vouloir écraser la mouche avec un bazooka. Alors ça, évidemment, ça peut s'appliquer aussi aux relations internationales. Et je pense qu'il y a dans certains conflits un certain nombre de stratégies de ce genre, je n'en citerai pas, je vous laisserai les deviner, où on opère par prévention et disproportion. Et on peut se demander si effectivement tout cela ne procède pas justement de la peur. L'acquisition de la puissance dissuasive, se faire danger soi-même. Voilà. Donc, là, pour rendre hommage à Adler, l'insécurité de la vie n'a pas trouvé jusqu'à présent, et d'une façon générale, d'autres solutions que la recherche de pouvoir. Donc, si nous recherchons du pouvoir, c'est parce que nous ne nous sentons pas en sécurité. Et l'idée, c'est de se faire danger soi-même. Allez, il y a deux moyens, de recherche d'invulnérabilité physique, donc avec des gardes du corps, avec des barrières, avec des forteresses, etc. Donc vous ne pouvez pas être atteint. Ou alors, une recherche de force physique, vous-même ou avec des troupes. En général, on essaye de faire les deux, bien sûr. Donc ça, ce sont des stratégies pour paraître suffisamment menaçants pour dissuader quiconque de nous attaquer. L'attachement à la figure du protecteur, donc évidemment, ultimement, et là, justement, au Moyen-Âge, dans les périodes de chaos, de guerre civile, effectivement, ou même dans les quartiers où vous avez des gangs, où vous avez la mafia, ben voilà, être sous la coupe d'un gang, ça vous permet d'être protégé. Donc, le protecteur, c'est celui qui est capable de me soustraire aux destructions et aux dangers et de dissiper mon sentiment d'insécurité. Je sais que si je paie un impôt au gang sur ce territoire, mon commerce ne sera pas brûlé et je suis protégé. Alors évidemment, c'est un peu le pompier pyromane, mais, parce que je vous fais peur et en même temps je vous protège. Mais au moins je sais que si je respecte ces lois, je suis sûr. Donc je peux vivre. C'est pour ça que beaucoup de gens acceptent de payer, en Sicile ou ailleurs, un impôt. Les stratégies comportementales de l'envie. Alors, il y a aussi la fuite, et ce sont différentes formes de fuite. Il y a des fuites physiques et des fuites psychologiques, là du coup. L'agression, là, qui est compensatoire. Je cherche une compensation dans l'agression.
L'acquisition là, de puissance est à visée dominatrice, là, et non plus à visée dissuasive, dominatrice ou vindicative, c'est-à-dire de revanche. Et l'attachement à un magicien. Donc, le magicien, c'est celui qui lève les obstacles, qui vous permet d'accomplir vos rêves. Alors je prendrai pour exemple, peut-être beaucoup d'entre vous connaissent le magicien d'Oz. Oui, vous connaissez le magicien d'Oz. Donc vous savez, pourquoi cherchent-ils tous le magicien d'Oz? Parce qu'ils ont tous un manque. Dorothée, donc l'héroïne, veut retourner dans son Kansas. Vous avez l'homme de paille qui n'a pas de cervelle et qui espère que le magicien va lui donner une cervelle. Vous avez l'homme de fer blanc, le bûcheron de fer blanc, qui lui n'a pas de cœur et qui espère que le magicien va lui donner un cœur. Et vous avez le lion poltron qui n'a pas de courage et qui espère que le magicien va lui donner du courage. Donc le magicien, c'est celui, et c'est un peu quand vous allez voir un sorcier, est-ce que ma femme va revenir? Est-ce que, vous voyez, la magie, c'est effectivement, le magicien, c'est celui qui vous dit, je vais régler votre problème, je vais lever l'obstacle, je vais lever la privation, je vais vous donner ce que vous voulez. Ces stratégies, coach, hein. Comment? C'est pas le coach. C'est pas le coach? Non, c'est pas le coach. Donc le coach n'est pas un magicien. Donc là, ça dépend du coach. Ça dépend du coach. Là, on rentre dans le gourou. Ces stratégies poursuivent toutes le même but, progresser vers un idéal personnel de supériorité. Alors, il y a des fuites psychologiques, parce que du coup, là, c'est pas un danger. C'est pas un danger, c'est un obstacle. Donc un obstacle, c'est inoffensif, a priori. Mais, alors, il y a plusieurs types de fuites. Le déni de réalité, les dérivatifs pacifiques externes, les évasions intérieures. Alors, dans les dénis de réalité, il y a sur le mode de la mauvaise foi, donc dévalorisation de l'envié, donc je le délégitime, je m'indigne, je considère que son bien est immérité, je déprécie ses qualités, je lui trouve des défauts, voire je le déshumanise. Si je ne dévalorise pas l'envié, je dévalorise l'objet désiré. Finalement, cette voiture n'est pas si bien que ça. C'est les fameuses fables de La Fontaine des raisins verts, le renard qui ne peut pas atteindre les raisins. Finalement, les raisins sont verts. Modification du jugement sur les valeurs. Donc, pour retrouver une position de supériorité, parce que toujours là, c'est essayer de retrouver une position de supériorité, finalement, oui, gagner de l'argent, c'est pas si bien que ça, et même c'est même très mal. Et vous revoyez le système de valeurs du sorte que la supériorité de l'autre devient finalement une infériorité. La survalorisation de l'envie, alors là, vous le mettez, vous dites, mais de toute façon c'est un génie, évidemment je ne peux pas me comparer à un génie, que vais-je me comparer avec Federer? Donc il est tellement survalorisé que du coup vous dites, bah ça va, il n'est quasiment pas humain, il est sur une autre planète. Et dévalorisation de soi, vous vous flagellez vous-même, et vous préférez prendre le bâton pour vous battre vous-même, plutôt que, mais tout ça c'est des stratégies de mauvaise foi. Il y a toutes les stratégies de l'écran de fumée, où vous essayez de protéger les apparences, de préserver les apparences, par des jugements négatifs, l'indifférence, le mépris, la moquerie, l'outrage, l'ironie. Tout cela vous donne une position de supériorité quand vous l'exercez, et donc votre estime est sauve, au moins dans les apparences. C'est ce que j'appelle l'écran de fumée, parce que ce n'est finalement que ponctuel. Vous avez essayé de nier sur le moment la supériorité de quelqu'un ou la qualité de quelqu'un. Les dérivatifs pacifiques externes, la comparaison avec les inférieurs, vous vous comparez avec des gens qui ont moins bien réussi, le voyeurisme, les activités de lutte fictives, ça peut être le sport, ça peut être les jeux vidéo, etc., où vous essayez de retrouver finalement une position de supériorité, une position de supériorité dans un domaine où vous excellez, où vous êtes enfin fort, enfin supérieur. La création artistique, il y a beaucoup d'écrivains qui ont avoué s'être mis à écrire ou à avoir produit une œuvre par dépit et par sentiment d'infériorité, notamment Sioran a beaucoup confessé ce genre de choses, et où la vie par procuration, vous décidez de vivre à travers un héros, à travers votre enfant, à travers quelqu'un d'autre. Les évasions intérieures, la rêverie, théorisée par Rousseau, théorisée par Flaubert, Madame Bovary. Donc vous partez là dans un univers plus féerique, plus onirique, meilleur, mais c'est purement subjectif. Les états de conscience modifiés, là vous utilisez des produits chimiques, donc c'est tout ce qui est tous les médicaments, les drogues, ou qui vous permettent de sortir de votre réalité, de fuir une réalité où vous n'êtes pas en position de supériorité. Et ça peut aller jusqu'aux névroses et aux psychoses, et donc là vous quittez aussi le réel, vous créez une autre réalité. Les addictions par exemple, tu les mets là? Oui, je les mets là comme compensation
comme mécanisme de compréhension dans une fuite psychologique. La fuite physique envieuse, alors là c'est l'isolement. Sur la fuite, t'as Hitler là, qui était artiste raté, qui finalement, donc il fuit dans l'autre sens, lui, il fuit l'art dans lequel il n'a pas réussi, et Ouais. c'est une fuite envieuse, ça. Je pense que chez Hitler, il y avait de l'envie, oui, il y avait du ressentiment, il y avait une envie impuissante par rapport aux Juifs, par rapport à la guerre, l'humiliation de la guerre, où il avait été caporal dans une guerre où il a échoué, le diktat de Versailles, il y a eu beaucoup de choses qu'il a pris sur lui. Et effectivement, et personnellement aussi, je pense, une situation d'échec personnel qui l'a amené à développer une pensée assez excessive, et surtout une pensée de sauveur du monde, etc. Donc la mégalomanie, on va voir si c'en est une. L'isolement individuel, donc vous ne voulez plus voir les gens, parce qu'évidemment, vous souffrez de leur réussite, vous souffrez, on voit que dans les réunions d'anciens d'école, ceux qui ne viennent pas, en général, enfin, il y a des études qui ont été faites, c'est ceux qui ne réussissent pas très bien, évidemment, parce qu'ils n'ont pas envie d'aller comparer leur échec avec la réussite des autres. L'affiliation à une communauté restreinte et fermée, ça c'est Nietzsche qui avait bien vu ça, c'est qu'effectivement, dans les situations d'envie, on recherche une petite communauté, donc une secte par exemple, ou un club, où on est bien, où là on retrouve une communauté qui nous valorise et qui nous donne une position de supériorité, un gang. Voilà, une communauté, appartenir à une communauté restreinte et fermée permet de surmonter finalement notre envie. L'acquisition de la puissance dominatrice, là c'est se faire supérieur aux autres. Donc on recherche les instruments de la puissance en vue de la domination, ou alors on recherche les oripeaux de la puissance, l'apparence, c'est-à-dire la renommée, la gloire. Alors, les instruments, vous les connaissez tous, le pouvoir, l'argent ou la richesse, le sexe, la connaissance, la magie. Alors évidemment, notre sentiment d'impuissance en fonction de l'objet sur lequel il se greffe va amener une stratégie particulière. Si j'ai un sentiment d'impuissance, je vais chercher de l'omnipotence. Si j'ai un sentiment qui est plus lié à tout ce qui est de l'ordre de la connaissance, je vais chercher l'omniscience. Et si j'ai une frustration sensible qui relève plus de la volupté, je vais chercher dans les désirs de débauche. Donc les trois grands types de libido peuvent être évidemment des canaux de compensation pour retrouver une position de supériorité. Et la recherche de la renommée ou de la gloire, la consommation ostentatoire, en mettre plein la vue. Donc ça, vous connaissez les travaux de Veblen là-dessus, sur la consommation ostentatoire. On veut évidemment montrer sa supériorité, l'exploit, réaliser un exploit, ou la renommée par la destruction. Ça, c'est le dernier. Alors, il y a l'exemple d'Hérostrate, vous savez, c'est celui qui a détruit, qui a brûlé le temple de Diane à Éphèse. Et quand on l'a interrogé, il a dit je n'avais pas trouvé d'autre moyen d'être resté dans l'histoire. Et les Éphésiens ont évidemment essayé d'éradiquer son nom. Et alors, Sartre, justement, se riait de ça, puisque finalement, le nom de l'architecte du temple a été oublié, alors que celui qui l'a détruit est resté dans l'histoire d'Hérostrate, mais qui est évidemment l'envieux suprême, c'est que je n'ai trouvé d'autres moyens d'exister dans la vie, d'être reconnu et d'être gardé en mémoire dans l'histoire, que de brûler un magnifique temple. Je ne sais pas si vous connaissez le Pavillon d'or de Mishima, mais c'est un très beau roman qui montre qu'un bonze en 1951 a brûlé le Pavillon d'or à Kyoto, qui était le plus beau temple recouvert d'or, parce qu'il était envieux. Et parce qu'il a dit qu'il avait en haine la laideur et la beauté. Il était laid, lui, il avait en haine la beauté. Et donc, Mishima en a fait un magnifique roman sur l'envie, justement, qui s'appelle Le Pavillon d'or, pour vous montrer que la destruction, c'est une manière d'affirmer aussi, d'essayer d'expulser son envie. L'agression compensatoire, donc priver l'envié, donc entrer en rivalité, essayer de le déposséder, ou détruire l'envieux, atteindre à sa réputation, ses biens, sa personne, ou, là c'est le mécanisme du bouc émissaire, c'est priver ou détruire un tiers. Si je ne peux pas taper mon chef, je peux taper ma femme peut-être, ou mon chien, ou mon fils. Je peux me défouler si je... oui, ça paraît un peu... mais vous savez, il y a eu des travaux sur les enfants battus au 19e siècle, dans le milieu ouvrier, etc., où effectivement, on se demande si effectivement ils étaient tellement humiliés la journée par leur travail aliénant, quand ils rentraient, ils étaient alcooliques et puis ils étaient violents. Et évidemment, quand toute la journée on est aliéné, il faut expulser cette humiliation. Donc évidemment, alors l'attachement à la figure du magicien, c'est celui qui est capable de me soustraire aux privations et aux obstacles et de laver le sentiment d'humiliation. Donc celui qui est capable de faire ça, c'est mon magicien. Et je suis fasciné par lui.
parce qu'il lève les obstacles. Je ne l'admire pas, mais je suis fasciné. C'est lié à son pouvoir. Les stratégies comportementales de l'admiration, alors là, c'est tout à fait l'inverse, évidemment, c'est en symétrie inversée. C'est qu'au lieu des stratégies de fuite, on a des stratégies de rapprochement. Et au lieu de destruction, d'agression, de communion, et au lieu de destruction, de création. Et donc là, elles sont liées à un idéal personnel de perfection. Le rapprochement vertueux. Donc, quand j'admire quelqu'un, je veux me rapprocher, je veux être avec lui, je vais pouvoir contempler. J'aimerais pouvoir passer une après-midi avec Roger Federer pour le regarder jouer. J'aimerais être en contact avec les gens que j'admire. J'aimerais passer le plus de temps avec eux. Et j'aimerais même un rapprochement psychologique et spirituel, c'est-à-dire, je cherche à m'identifier à eux, à adhérer à leurs valeurs, à leur philosophie. Je les imite. Donc, l'admiration induit un mimétisme. La communion, alors là, c'est l'offensive d'amour. Vous voulez devenir l'ami, en fait. Vous voulez être dans une proximité affective. Ceux que vous admirez, comme je le disais tout à l'heure, ce sont des amis virtuels, sauf que ce ne sont pas vraiment des amis. Vous les admirez, vous les voyez à la télé, mais eux ne vous connaissent pas. Mais vous aimeriez être leur ami. Et donc, il y a deux types de liens que vous pouvez contracter. Une amitié admirative quand l'admiration peut être mutuelle, quand effectivement la personne peut vous admirer à son tour, ou alors si l'admiration est plutôt unilatérale, où vous admirez quelqu'un, vous pouvez devenir une sorte de disciple, et ça peut devenir un maître, et vous vous mettez à son école. Donc, l'amitié admirative, l'admirer est un ami virtuel, l'admiration fait naître le désir de lui faire des dons, et fait naître le désir de devenir réellement son ami. Et la condition de disciple, l'admirateur est un disciple virtuel, l'admiré est un maître virtuel, et ça fait naître le désir de se mettre à son école et de réellement être son disciple, de venir frapper à sa porte. J'aimerais pouvoir devenir votre disciple. Alors la création, évidemment, l'admiration aussi stimule la puissance d'agir et le désir créateur. Dans le domaine du travail, désir de réaliser des objets ou d'accomplir des services, domaine de l'invention, désir de perfectionner l'existant, et aussi le sens de la vie, désir de s'accomplir dans une vocation. Il me semble que la vocation naît justement des objets d'admiration, des objets en sens philosophique, donc ça peut être des personnes que nous rencontrons, que nous admirons et qui nous ont transmis finalement leur passion et nous ont finalement éclairés sur le chemin de notre vocation. Un très bon prof d'histoire peut faire naître une vocation d'historien et ainsi de suite. Quatrième et dernière, les stratégies comportementales de la gratitude, c'est les mêmes que dans l'admiration, sauf que la dynamique est différente, elle est non plus sous le mode de la perfection, mais sous le mode du don, et donc sur le mode de la gratitude. Donc un rapprochement, j'appelle pieux, une communion pieuse, parce qu'il y a beaucoup de reconnaissance, et le désir de fécondité. Donc progresser vers un idéal de communion. Juste pieux, pour toi, ça veut dire quoi? Alors la piété, au départ, c'est la reconnaissance qui vient à celui qui nous a donné l'existence. Au départ, c'est religieux. Donc la piété était d'abord religieuse vis-à-vis des dieux, puisqu'on leur devait notre existence, et qui après, dans l'Antiquité, s'est appliquée chez les Grecs et chez les Romains, aux parents. Donc la piété filiale. Donc il y avait la piété, qui est intégrée au départ, qui était d'abord religieuse, et puis qui est devenue piété filiale, et aussi piété patriotique, les anciens. Donc la piété, c'est la reconnaissance donnée à ceux dont on tient l'existence. Donc c'est le premier don, en fait, c'est le don de l'être. C'est pour ça que je l'aime, parce que c'est le don génératif qui induit, et en fait la gratitude nous met sur un chemin de piété, en fait. On va le voir, va nous faire entrer dans une filialité, et celui qui est au-dessus dans une parentalité, en quelque sorte. Donc la piété, c'est la reconnaissance à ceux dont on détient, dont on reçoit l'être. Donc au départ, c'était les dieux. Donc, dans le rapprochement pieux, il y a plus que uniquement imiter, il y a une recherche de fidélité et même d'enracinement à ceux qui nous ont fait des dons, et notamment nos parents, nos ancêtres. Donc, évidemment, ça passe par une proximité physique, passer du temps ensemble, une proximité spirituelle, adopter les mêmes valeurs, les mêmes traditions, les mêmes religions, etc. Et là, ce qui fait naître, c'est un désir de complicité, d'intimité et de communion avec ceux qui nous ont fait des dons. La communion pieuse, alors il y a l'amitié pieuse, c'est l'appartenance ou la fraternité, et puis la condition d'enfant, l'adoption ou la filialité. Et puis la fécondité, désir de se donner aux autres, donc par une parentalité spirituelle. Moi aussi j'ai eu de bons chefs, j'ai aussi envie, quand j'ai réussi à grandir grâce à eux, je vais vouloir aussi jouer un rôle un peu paternel vis-à-vis
de mes collaborateurs, les aider à grandir et finalement m'investir d'une parentalité spirituelle qui les aide à grandir dans leur métier et dans leur vie. Et ça peut aller jusqu'au sacrifice de soi pour les autres, évidemment, stade suprême de la fécondité et du don de soi. Alors, les dynamiques émotionnelles de ces stratégies comportementales, il faut bien comprendre qu'elles confirment la nature du phénomène perçu. Quand je m'engage dans une stratégie de fuite, cela confirme qu'il y a un danger. Donc j'ai encore plus peur. Parce que si je fuis, c'est qu'il y a vraiment un danger. Donc il y a un effet auto-entretenu et auto-alimenté de la stratégie. Et plus j'entre dans une de ces stratégies de fuite, plus je fuis. Plus j'entre dans la stratégie de régression, plus je régresse. Plus j'utilise cette stratégie pour réagir au phénomène. Et donc, elles intensifient l'émotion ainsi que le sentiment d'infériorité et le souci de soi afférent. Plus j'ai peur, plus je me sens vulnérable et plus je vais avoir un souci. La conservation de soi va écraser tous mes autres soucis. Mais heureusement, les émotions sont en lutte les unes avec les autres et se chassent les unes les autres. Parce qu'effectivement, là, on a un phénomène de dépendance du chemin ou d'hystérèse, c'est-à-dire qu'un auto-renforcement, mais heureusement, une autre émotion peut renverser tout ça. Et peut chasser toutes ces stratégies comportementales, soit en choisissant une stratégie comportementale d'une autre émotion, en choisissant une autre stratégie comportementale. Alors, donc, pour résumer, la vie d'un homme, c'est l'histoire de ses peurs, de ses envies, de ses admirations et de ses gratitudes. L'homme veut vivre sans danger, sans obstacle, avec beauté, donc avec noblesse, avec bonté, avec sainteté. L'homme est un être qui doit se conserver, s'estimer, s'accomplir et se donner. Et tout semble se passer comme si 4 génies nous habitaient et déterminaient notre comportement, que j'ai appelé Homo timidus, Homo invidiosus, Homo admirator et Homo pius. 4 états du moi, si vous voulez, pour parler en termes d'analyse transactionnelle. Vous êtes dans votre timidus, dans votre invidiosus, dans votre admirator ou dans votre pius. Mais du coup, on ne parle toujours pas des désirs. Moi, ça me choque, ça. Les désirs, mais les désirs, ils sont déjà là, les désirs. Je les ai mentionnés. Je ne les vois pas vraiment, en fait. Vous voyez, par exemple, là, attendez, je vais dans le mauvais sens. Parce que j'entends que des techniques de défense pour compenser quelque chose, mais je n'entends pas la notion de... Mais parce que c'est une aversion, ça. C'est l'envers. Vous avez des stratégies comportementales sont des notions qui relèvent soit d'une aversion, soit d'un désir. C'est-à-dire qu'une stratégie de fuite, c'est une aversion. Donc c'est l'envers d'un désir. Donc j'ai pas envie d'aller vers vous, j'ai envie d'aller vers vous. Donc c'est un désir, c'est une aversion en fait. Ouais, c'est l'envers d'un désir. C'est plus un mécanisme de défense qu'un mécanisme de désir et d'aller vers qui on est, vers son potentiel. Donc c'est là où je trouve que c'est comme si on voyait qu'une partie du mécanisme. Parce que la fuite n'est pas assez... on parle... Oui, on a parlé des deux. L'admiration et la gratitude. L'admiration et la gratitude, un fond naître, par exemple, la gratitude fait naître un désir de complicité, d'intimité, de communion. Donc là, vous avez envie de fraterniser, vous avez envie... donc là, c'est un désir qui... C'est-à-dire que ces émotions sont à l'amorce des désirs. C'est-à-dire que l'admiration fait naître, par exemple, le désir de vous imiter, le désir de vouloir aller vers vous. La proximité, c'est un désir. J'ai envie, comme je vous admire, j'ai envie de passer du temps avec vous. J'ai envie de savoir comment vous pensez, comment vous vivez, j'ai envie d'être faire comme vous, j'ai envie de vous imiter. Tout ça, c'est des désirs. C'est des désirs, mais qui procèdent justement de cet émoi intérieur, c'est que je suis en état d'admiration devant vous. Et donc le désir, vous voyez, procède soit de l'admiration, soit de l'envie. Alors, dans la peur, c'est plus de l'aversion, évidemment. Donc c'est là où se trouve le désir. Le désir se trouve dans la deuxième. C'est-à-dire que là, l'émotion vient en catalyseur, en amorce. Voilà. Et donc... Bon, donc là, c'est juste, je ne vais pas regarder dans le détail, mais c'est pour vous dire qu'il y a finalement, par rapport à l'autre, il y a 3 types de stratégies. J'ai envie de l'effacer quand je suis dans la peur ou dans l'envie. J'ai envie de fuir, j'ai pas envie de le voir, j'ai plus envie de le voir. J'ai envie de le voir privé de quelque chose. Et j'ai envie de le détruire. Et à l'inverse, là j'ai envie de le contempler, j'ai envie de jouir de ses qualités, de ce qu'il a ou de ce qu'il est par surabondance, ne serait-ce que par présence ou par partage, et j'ai envie de communier avec lui. Et après, il y a tout un tas de types de stratégies qui déclinent. Mais c'est les 3 types d'approches, 3 types de réactions qu'on peut avoir en fonction d'émotions négatives, la peur, l'envie, en fonction d'émotions positives, l'admiration et la gratitude. Alors, rapidement, les fondements émotionnels du bien-être. Donc, j'ai seulement essayé de traduire ce que je vous ai montré, mon modèle, dans une définition à visée opératoire pour essayer de dire qu'est-ce que c'est le bien-être. En fait, le bien-être
peut se définir comme un ressenti positif. Pour dire que je suis bien, il faut que je le sente. Donc c'est au niveau du ressenti. Et c'est un ressenti, c'est un état du moi qui est dominé par les émotions positives. Et le bien-être requiert, alors donc là d'un point de vue normatif, pour être dans le bien-être, il faut avoir minimisé la destruction et la privation dans nos vies, et avoir maximisé la contemplation et l'accueil. Le bien-être requiert d'avoir minimisé les dangers, les obstacles dans nos vies, et d'avoir maximisé les perfections et les dons. C'est cela qu'il faudrait identifier ou analyser pour pouvoir savoir dans quel état je suis et comment je peux essayer de passer de l'un à l'autre. Le bien-être requiert d'avoir minimisé la peur et l'envie dans nos vies et maximiser l'admiration et la gratitude. Pour moi, le bien-être, c'est être dans un état à la fois d'admiration et de gratitude. Et avec le moins possible de peur et d'envie. Donc le bien-être requiert de se trouver le moins possible dans son timidus, son immedius, le plus possible dans son admirateur et son pius. Et donc d'avoir minimisé le sentiment d'insécurité et de vulnérabilité, le sentiment d'impuissance et de diminution psychologique, et d'avoir maximisé le sentiment de perfectibilité ou d'agrandissement, et le sentiment d'appartenance ou d'adoption. D'avoir résolu les soucis de conservation de soi, d'estime de soi, d'idéal de soi et de don de soi, d'être le moins possible dominé par une recherche personnelle de sécurité ou de supériorité, mais le plus possible par une recherche d'excellence et de communion, le moins possible engagé dans les lignes de conduite de fuite, d'agression et d'acquisition de puissance, et le plus possible engagé dans les lignes de conduite de rapprochement, de communion et de création. Disons qu'on peut identifier, parce qu'au départ la partie était très psychologique, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe en nous, qu'est-ce qui nous permet finalement de diagnostiquer dans quel état est cette personne, c'est ces stratégies comportementales, et ces stratégies comportementales sont des symptômes, peut-être que cette personne est, s'il a des stratégies d'esquive, de fuite, d'agression, etc., il est certainement dans soit la peur, soit l'envie, il faut donc essayer de traiter ces choses-là. Et alors évidemment, le bien-être requiert d'apprendre à convertir les dangers, les obstacles en perfection en don, la peur, l'envie en admiration, gratitude, la recherche de sécurité et de supériorité en excellence, en communion, les lignes de conduite, fuite, d'agression, acquisition de puissance, en ligne de conduite, rapprochement, communion et création. Voilà, ça c'est pour la... Je ne sais pas combien de temps j'ai pris là, mais... Pas longtemps. La deuxième partie est plus courte. Oui, bien sûr, maintenant. Et il y a le temps de travail après? Oui, alors oui, justement, l'idée c'était que qu'on passe un petit temps. Alors j'avais préparé